C'est maintenant le moment de jouer à C'est qui la plus grosse vedette? Alors, je vous donne 2 vedettes, puis vous me dites c'est qui la plus grosse vedette. Alors, c'est qui la plus grosse vedette entre Taylor Swift et Lionel Messi? Ouf. Ben, je pense que c'est Taylor Swift. Moi aussi. C'est qui la plus grosse vedette entre Sidney Crosby et Lionel Messi? Mais ça dépend où. Ça dépend Je où? pense qu'on va dire Lionel Messi, Oui, parce oui. que sinon... Si on parle globalement, on va parler de Messi. C'est qui la plus grosse vedette entre Pierre Curzi et Lionel Messi? Là, je me suis dit, je vais l'improviser, mais j'aurais dû l'écrire. J'aurais dû... entre Mick Jagger et Lionel Messi. C'est pas pire, ça? Taylor Swift, c'est comme difficile à battre, mais... Non? Où est-ce que tu t'en vas avec ça, Charles? Ben, Lionel Messi est en lui. Oui. Non, c'est ça. C'est qui la plus grosse vedette entre Roger Federer? Là, j'ai fait exprès, Alex n'est pas là. Mais entre Roger Federer et Lionel Messi? Si Alex était là, ce serait Roger Federer. Oui, absolument, mais je vous demande un peu d'eux. Ben, il y a une ampleur mondiale. Je sais pas. C'est une bonne question. J'essaie d'établir avec vous jusqu'à quel point c'est important la visite de Lionel Messi à Montréal. Et ce faisant, je permets à Jack de mettre Lionel Messi dans le titre du balado. Et ça, mes amis, là, ça va cliquer là, partout dans le monde. Ça faisait peut-être un peu cliquer sur Tellement Soccer, mais... Ça faisait beaucoup cliquer, de ce qu'on m'a dit. Sur notre balado. Ça me rappelle notre ouverture de la semaine passée où on parlait de baseball au début de Tellement Voilà. On parle de soccer. On va parler de football australien la semaine prochaine. Le vendredi, j'essaie de rester dans le sport parce que tu m'avais dit quand on est allé dîner, parce qu'on est allé dîner, Marc-Antoine et moi, parce qu'on se connaissait moins, puis tu m'avais dit que ce bout-là du balado... Tu trouvais que c'était pas le meilleur. Ouais. Alors, je me force quand t'es là. J'essaie de rester un peu plus... avec Alex, je me laisse aller. Là, on parle de buanderie. Mais... non, c'est pas arrivé, mais peut-être la semaine prochaine. Okay. Mais ouais, je fais un effort pour rester un peu dans le sport. Est-ce que tu l'apprécies? Ben oui. Bon. Je t'apprécie tellement. Non, mais je parle pas de moi. Mais non, mais je me demandais... Parce que bon, c'est dans l'actualité. Évidemment, c'est un gros morceau de l'actualité cette semaine. Je sais que vous êtes plus des gars de baseball là, que des gars de soccer, mais ça reste quand même... un événement. Là. Ben, c'est parce que le feu est pris dans la cabane aussi chez les adversaires de Messi. Il y a surtout ça, le contexte, pour ceux qui s'intéressent au soccer, le contexte du CF Montréal en ce moment, c'est pas... c'est un... Je sais. J'essayais de m'éloigner de ça. Parce que je suis bien tanné de ça. Mais, fait que, bon, donc, Roger ça, Federer... puis les 3 gardiens de but, tu sais. Ben, les 3 gardiens commencent à m'ennuyer. Mais, donc, c'est ça. Est-ce que c'est la plus grosse vedette de sport qu'on a eue à Montréal? Je sais pas. Oui. De l'histoire? De l'histoire. Ouh là. Ben, tu sais... Ben, Roger, il est venu à Montréal. Il venait régulièrement à Montréal. Absolument. Ben, écoute, Roger était quand même... Ben, c'est le plus grand joueur de tennis de l'histoire. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Peut-être. Ben... Non, je sais pas. Je dis ça pour écœurer Alex, même quand il n'est pas là. C'est une des grandes vedettes planétaires qu'on a reçues à Montréal. On a un championnat du monde, une étape du championnat du monde de F1 chaque année. Il y a des très grands pilotes qui sont des vedettes planétaires aussi, qui sont passés à travers les années. Ouais. On a eu des Jeux olympiques, on a eu des grandes compétitions ici aussi. Là. Ouais. Mais quand tu dis la plus grande vedette, il y a un écart entre qui est le meilleur sportif et qui est la plus grande vedette. Le soccer étant le sport le plus populaire au monde. Ça aide quand tu es le meilleur joueur du sport le plus populaire. Ça fait partie de l'équation, oui. Alors, dans ce sens-là, oui, Messi plus que Federer. Mais est-ce que c'est un meilleur sportif nécessairement? Federer a été quand même... Absolument. Sa longévité est impressionnante. Et la question était vraiment dans le sens là, de la notoriété, là, de l'amplitude. C'est Taylor Swift. Ça, c'est comme impossible à battre. Donc, allez-vous regarder? Je sais pas, allez-vous? Non. Demain, 18h, de 19h, 18h30. Non, my God, non. Je penserais pas. C'est pas une mauvaise idée nécessairement, mais je le fais par grandeur d'âme. Mais dans mon appart, on invite... C'est la fête de ma fille aujourd'hui. Ah! Ben bon. Et puis, on invite 8 de ses amis. C'est une bonne idée, ça. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Ça, là... Je gère le chaos demain soir. C'est ça qui va se passer. Ouais. Ça va être le fun. C'est important. C'est beaucoup plus important que n'importe quoi d'autre. T'as raison, Martin. Absolument. Et il n'y aura peut-être pas de Lionel Messi à la maison, mais il risque d'y avoir... un gros mess. J'allais dire du Taylor Swift. Ah oui, ça, c'est ça. Je connais ça, la jeunesse. Je suis encore cool. T'es dans le vent. Et comme je le dis souvent, il n'y a rien de plus cool que de dire qu'on est cool. Aujourd'hui, un petit carrousel d'entraîneurs. Pour ou contre la loterie? Et les Hurricanes sont au pied du mur.
C'est tellement hockey, épisode 321. Avec votre journaliste affecté aux affaires de la LNH, j'ai nommé M. Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Bonjour messieurs. Et votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut Martin. Mes hommages, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Coupe Stanley 2024. Choc des titans. Rira bien qui rira le dernier. Qui ira jusqu'au bout du sacrifice. Volonté ultime 2024. Adversité. Douleur. Barbe. Coupe Stanley 2024. On va bien sûr parler de cette deuxième ronde. Hein? Il était quand même, en tout cas. Mais juste avant, parce qu'on a manqué de temps un peu mardi, puis j'aimerais ça qu'on rebrasse ça, puis surtout que depuis qu'on s'est vu, quand même, l'entraîneur des Maple Leafs de Toronto qui a été congédié. C'est pas une mince affaire. Puis on va traire la vache torontoise jusqu'au sang. Mais ça nous permettra aussi de parler un peu. Ça a été confirmé, Travis Green à Ottawa, puis il y a 2-3 autres petites nouvelles d'entraîneurs parallèles. Mais commençons avec ça. Est-ce que, là, évidemment, on enregistre quelques heures avant la conférence de presse la plus courue dans la Ville-Reine, la conférence de presse la plus courue des 10 dernières années, celle de Brendan Shanahan et de Brad Treliving. Ouais. Je fais exprès. Et on imagine que s'ils sont là, ou enfin qu'ils vont être là, les deux, et que s'ils ne seront pas là pour s'annoncer leur départ, là, on imagine que... je vous pose la question. Est-ce que c'est ça qui est ça, le départ de Sheldon Keefe? À partir du moment où les Maple Leafs disent la haute direction fera sa conférence de presse de fin de saison jeudi, et après ça a été déplacé à vendredi, et ils disent M. Pelly, le nouveau président de Maple Leaf Sports and Entertainment, va être sur place en compagnie de Brendan Shanahan et Brad Treliving. Le fait d'annoncer leur présence, ça suggère qu'ils vont être là. C'est sûr qu'un congédiement en direct... Ça serait bon. C'est beaucoup plus spectaculaire. ça serait extrêmement... Ça serait pimenté. Il y a peu de chance. Ouais. Alors, dans les circonstances, tu dis, OK, tout le monde constate le besoin de changer la dynamique à Toronto. Alors, à tout le moins, l'entraîneur-chef y passe. Personne n'est surpris, je pense. Non. Mais je pense que ça va prendre quand même plus que ça. Et le régime de Brendan Shanahan est ténu. À l'heure actuelle, même s'il conserve son poste, je pense qu'il y a une obligation de résultat. Brad Treliving, lui, ça fait seulement 1 an qu'il est en poste, alors je ne sais pas si à sa manière, il a un sursis que Shanahan n'a pas. Mais à chaque fois qu'un nouveau haut dirigeant arrive, prend la tête et veut modeler l'entreprise à son image, il va mettre des gens à qui il a confiance. Puis même si Brendan Shanahan a une stature incroyable, une prestance à l'échelle de la Ligue nationale, c'est sûr qu'au niveau des résultats, dans le bilan, il est le premier à porter le fardeau des 8 dernières années à Toronto. C'est une belle invention, moi, je trouve, le poste de président des opérations hockey, parce que ça ajoute de la stabilité. Là, ça place un coussin. Je pensais que tu disais ça pour rire. Non, mais il y a un peu d'ironie dans ce que je dis, mais ça permet habituellement le seul tampon de sécurité qu'il y avait auparavant, quand tu avais juste un directeur général et l'entraîneur, c'était l'entraîneur qui passait à la moulinette. Là, quand il y a un président, mais il peut passer quelques directeurs généraux avant de perdre son poste. Ça fait une plus grosse moulinette. Ben c'est ça. L'ampleur de la moulinette fait en sorte que le cycle est plus lent. Est-ce que... on en a parlé beaucoup, c'est ça. Mais est-ce que c'est pas du tout étonnant qu'il y a seulement que l'entraîneur qui passe à la moulinette? Il va falloir qu'il y ait des changements au niveau sur glace également. Puis je pense que il y a beaucoup de questions à Toronto de Guy Boucher. Là, les fans des Maple Leafs sont obnubilés dans le mauvais sens, sont vraiment dérangés par la performance de Guy Boucher en tant qu'entraîneur spécialiste de l'avantage numérique cette année. Plus la saison avançait, plus le rendement de l'équipe a décliné à 5 contre 4. Mois de mars, rendu au mois d'avril, ça s'était effondré. Puis en séries éliminatoires, on a vu ce que ça a donné. C'est quoi, 1 but en 21 tentatives?
Puis, vous en avez parlé plus tôt cette semaine dans le balado, mais les unités spéciales cette année font carrément la différence. Alors, même si les Leafs, c'est une équipe qui est bâtie d'abord et avant tout en fonction de sa production à 5 contre 5, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts à égalité numérique cette année dans la Ligue nationale. Il faut quand même que ton avantage numérique fonctionne parce que tu as des gros chevaux en avant. Alors lui, je pense que Guy Boucher aussi, son rôle et son poste est menacé, mais c'est sur la glace principalement qu'il va falloir qu'on réussisse à dénouer l'impasse. Quand tu as quatre attaquants qui occupent la moitié de ta masse salariale, puis tu as des besoins devant le filet, des besoins à la ligne bleue, ton personnel de soutien, tu le changes constamment aussi en attaque. Puis 2 de tes 4 stars ne fonctionnent pas. Ça fait beaucoup de problèmes à régler d'un seul coup. Cela dit, moi, je ne suis pas un gros fan du travail de Treliving, mais en même temps, il y aura... Si, disons, ils avaient fait le grand ménage, là, que tout le monde était parti, il n'y aurait quand même jamais eu vraiment l'occasion là, de travailler, dans le fond, là, parce que là, il travaillait avec l'entraîneur qui était déjà en poste. Il est arrivé, il y a eu comme quelques mois là, pour préparer son équipe pour la saison qui venait. Là, c'est comme son occasion là, de faire ça, là, de corriger ces lacunes-là, puis de mettre son empreinte sur l'équipe. Oui, mais il a quand même les mains attachées, Treliving, par la situation dont il a hérité, et que Marc-Antoine vient d'expliquer. Tu as 48 % de ta masse salariale qui est occupée par 4 attaquants. Puis donc, ça veut dire qu'il faut que tu magasines. Tu as Riley aussi qui commande un bon salaire au poste de défenseur. Il faut que tu magasines des aubaines pour entourer ce monde-là, puis que ça soit fonctionnel, puis c'est à refaire à chaque année. Et le plus grand facteur de succès dans le sport, c'est la stabilité. Fait que ils sont pas capables d'obtenir cette stabilité-là parce qu'ils sont toujours obligés de changer un important pourcentage de joueurs. Puis pour que cette équipe-là fonctionne de façon optimale, il faut que les plus hauts salariés de l'équipe soient tous en santé quand ça compte le plus. Puis là, il manquait des soldats, comme ça avait été une catastrophe pour les Maple Leafs quand ils avaient perdu en 2021 John Tavares au début de la série contre le Canadien. Là, c'était comme si on leur avait enlevé un bras. Alors, il faut, comme gestionnaire, c'est facile d'être émotif, puis les partisans des Maple Leafs le sont beaucoup. Là, on voit les commentaires, mais il faut que tu sois capable de regarder froidement, OK, ça, c'est la situation avec laquelle on doit négocier. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quand même que tu congédierais toute l'équipe de direction. Le problème, au bout du compte, c'est que cette équipe-là, une main dans le dos, se qualifie pour les séries éliminatoires chaque année. Puis, quand ça compte, ils sont pas capables de faire la petite différence qui les fait passer d'un tour à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux jouer sur la patinoire? C'est juste ça, l'équation. Ça ne donne rien de tout dynamité. Là. Alors, qui sera la personne qui pourra faire en sorte que sur la patinoire, ça se déploie de manière plus là, il y a 5 équipes. Il y a 5 équipes dans la Ligue nationale qui se cherchent un entraîneur-chef. Alors, il y a bien... Je m'attends à ce que plusieurs de ces équipes-là convoitent M. Craig Berube. Oui, c'est le nom qu'on entend le plus. Oui, alors Craig Berube, lui, avait le luxe, même si je présume qu'il a été approché par les sénateurs avant que les sénateurs se tournent vers Travis Green, mais lui, il a le luxe d'attendre puis d'aller là où il veut aller. Ouais. Alors lui, c'est le principal candidat. Il est dans le siège du conducteur, que ce soit à Toronto ou une autre des destinations. Là, on sait que les Devils sont à la recherche d'un entraîneur, les Sharks de San Jose également, le Kraken de Seattle, les Jets de Winnipeg aussi, évidemment, avec la retraite de Rick Bowness. Donc, lui, ça m'apparaît un candidat de premier ordre. Il est question... écoute, il y a plusieurs candidats de milieux différents. Je pense qu'ils sont pas nécessairement... Là, les noms que je vais te sortir, c'est pas nécessairement pour les Maple Leafs, mais qui m'apparaissent des candidats intéressants pour... tous ces postes-là. Tous ces postes-là. Il y a Dean Havison qui a été avec à Martin. Ouais, avec le Wild du Minnesota. C'est pas mon meilleur, mais j'aime la façon dont ces équipes jouent. Oui, alors lui, assurément, il va être un... je pense qu'il devrait se trouver une chaise dans ce groupe-là. Également, Todd McLellan, qui a été congédié en mi-saison avec les Kings de Los Angeles, a toujours une bonne réputation à travers la Ligue. Je ne serais pas surpris qu'il se trouve du boulot là-dedans. Est-ce que...
Il y a un entraîneur également de la Ligue américaine, Jay Leach. Ancien défenseur qui a brièvement passé à Montréal, qui m'avait dit, écoute, ça a fait époque dans notre petite congrégation, parce que j'y parlais il venait d'arriver dans l'entourage du Canadien, puis il était à la veille de jouer son premier match avec l'équipe. Puis il m'avait dit « I want to be a non-factor ». Je veux être un non-facteur. Alors, on avait bien ri dessus. Je comprends dans quel esprit il le disait, mais c'était quand même étonnant. Ça sonnait, oui. Alors, ça a été un défenseur très quelconque, mais c'est un entraîneur, cependant, qui fait ses classes, qui a une très bonne réputation, puis qui va être dans la Ligue nationale avant longtemps. Qui s'occupe de quelle équipe en ce moment? Jay Leach, il est avec le Seattle, le Kraken de Seattle. En fait, il a été il a gradué du club école. Il est rendu assistant avec le Kraken. Et puis, il y a également dans les rangs universitaires David Carl qui vient de remporter avec l'Université de Denver, qui va être très convoité. Est-ce qu'il va rester, lui, à Denver pour encore une autre année? Mais c'est un gars qui est appelé, lorsqu'il le voudra, à avoir un job dans la Ligue nationale. Parce que je vais me permettre une parenthèse, mais il n'y a pas beaucoup d'histoires à succès. On n'a pas beaucoup parlé de Gardiner McDougall. Non, mais je ne veux pas l'inclure là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas quelques années, à Philadelphie, on avait embauché un entraîneur qui venait des rangs universitaires, puis ça n'avait pas été un grand succès. Il me semble que... Ben là, tu parles de Dave Axtell, qui vient d'être congédié par le Kraken. C'est encore congédié. Non, mais je veux dire, il n'y a pas tant d'histoires à succès de transition entre la NCAA et la Ligue nationale de hockey, il me semble. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu tournes vers... Tu les trouves quelque part. Ben, c'est ça. C'est parce que soit que tu recycles sans arrêt les mêmes entraîneurs, ou à un moment donné, tu les fais graduer d'une autre ligue. Fait que à mesure que les rangs collégiaux universitaires, les rangs collégiaux américains gagnent en réputation. C'est des programmes qui sont de plus en plus efficaces, avec de meilleurs joueurs au fil des ans. On le voit depuis 10-12 ans, à quel point ça a pris un grand essor. Ben, s'il y a de meilleurs joueurs, osons croire qu'il y a également de meilleurs entraîneurs aussi qui vont être générés par la NCAA. Moi, je trouve que le hockey collégial prépare moins bien les entraîneurs à la Ligue nationale que le hockey junior, parce que t'as pas à gérer quand tu es dans les rangs collégiaux, le calendrier serré, le manque d'entraînement, diriger des séries 4-7 en séries éliminatoires, et tout ça, c'est un univers complètement... Mieux. Oui, puis regardez le nombre d'entraîneurs que le Québec produit pour les rangs professionnels comparativement au nombre de joueurs. Si on place le ratio d'entraîneurs professionnels dans la Ligue américaine, Ligue nationale, par rapport au ratio de joueurs qu'on a, le hockey junior canadien produit beaucoup de bons entraîneurs. Écoute, moi, pour revenir aux Maple Leafs, là, je me casse la tête depuis quelques jours pour essayer de faire un affichage. C'est quoi l'affichage de poste idéal, les cases, les prérequis que ça prend pour faire mieux que Sheldon Keefe? Parce que là, c'est pas juste de trouver un entraîneur. Il faut t'en trouver un qui fasse mieux que Sheldon Keefe quand ça va compter, mais en saison régulière, il faut que les standards soient maintenus aussi. Puis, tu peux pas placer un entraîneur recru, je pense, dans cette situation-là. Là, on s'entend, un gars qui n'a pas dirigé dans la Ligue nationale ou peu dirigé dans la Ligue nationale. Donc, un gars expérimenté, ça prend quelqu'un qui a déjà gagné. Si tu remplaces Sheldon Keefe en disant qu'il n'était pas capable de gagner en série, ça te prend quelqu'un qui a montré qu'il est capable d'aller loin en séries éliminatoires. Puis quelqu'un qui a assez d'expérience, c'est un gros marché très prenant d'un point de vue médiatique, la pression et tout ça. Quelqu'un qui a déjà aussi qui a déjà été dans la cuisine quand ça chauffait. Et quand tu dresses la liste des critères, le nombre de têtes de moins en moins. qui correspondent à toutes les cases d'affichage sont vraiment pas nombreuses. Puis moi, je me dis, écoute, dans la situation où ils sont, les Maple Leafs, je pense que ce serait le temps de donner quelque chose, de faire de poser un geste, de faire une embauche surprenante. OK, mais là, il me semble que c'est paradoxal avec ce que tu viens de dire. Moi, mon candidat, ça serait Joel Quenneville. Mm-hmm. Ben oui, on a entendu. Écoute, Quenneville, c'est un des entraîneurs qui a le plus gagné dans l'histoire de la Ligue nationale,
partout où il a été. Quand il a quitté en Floride de façon précipitée, parce qu'il était obligé de le faire, là, ça allait très bien. Là. Il avait redressé la barque à Chicago. Il a tenu longtemps le fort, les Blackhawks. C'était une grosse machine, mais ça prend diriger une équipe très talentueuse avec des gros noms. C'est très exigeant aussi. Le John Cooper, des fois, il y a des gens qui disaient « il y a une bonne équipe à Tampa, c'est facile. » C'est pas facile de diriger ça et de garder la poigne. Donc, un entraîneur qui a un long parcours, qui a été à l'extérieur de la Ligue, qui est peut-être plus tôt dans les conversations, mais qui a le feu et qui serait imposant derrière ce banc-là, je pense que ça pourrait être un bon candidat. Le prochain entraîneur des Maple Leafs, il y a des affaires qui ne relèvent pas de lui. Par exemple, l'effectif qu'il va avoir sous la main, les Maple Leafs vont être capables d'aller chercher un défenseur top 4 de plus. Ils en ont besoin d'au moins un. Est-ce qu'ils vont être capables de s'améliorer devant le filet? Ça, c'est des affaires que l'entraîneur-chef ne contrôle pas. Mais si jamais Marner et Tavares restent à Toronto, parce qu'ils ont une clause de non-échange, même s'ils restent 1 an à leur contrat, ils ont une clause de non-échange, ils ont chacun des salaires très élevés, ils vont être difficiles à déplacer. Alors, si jamais ces 4 attaquants-là qui forment le noyau dur des Maple Leafs est de retour la saison prochaine, le défi de l'entraîneur, ça va être de les convaincre d'aller à l'intérieur de l'enclave davantage. Parce que c'est une équipe qui génère beaucoup d'attaques en périphérie. Ça fonctionne en saison régulière, mais les buts graisseux, les buts qui font mal, les buts peu élégants. Exact. Les buts qu'on voit en séries éliminatoires, c'est pas ce à quoi l'attaque des Maple Leafs est habituée normalement. Alors, je pense qu'il faut qu'ils soient en mesure, durant la saison régulière, de quitter leur zone de confort, de quitter la façon dont ils ont créé de l'attaque au fil des ans, qui a été une recette quand même assez éprouvée en saison régulière, puis de pouvoir commencer à marquer des buts et à manufacturer de l'attaque de la façon dont ça se fait en série, mais de le faire en saison régulière. Puis je pense qu'au fil des ans, un des échecs de Sheldon Keefe, c'est de ne pas avoir opéré ce changement-là. Ouais. Alors, ça fonctionnait bien en saison régulière, mais leur façon de créer de l'attaque, rendue en série, avec Marner, surtout, je pense que Marner est un... Il incarne ça. Il incarne le fait le travail en périphérie. Ouais. Alors, je pense qu'il faut que tu puisses casser ça. Puis peut-être que, tu sais, Kenville ou encore Berube, c'est 2 gars qui ont la poigne dure. C'est des gars qui vont être capables d'en imposer aussi, puis qui seraient capables de vraiment d'exprimer clairement leurs intentions. Puis il y aurait peut-être une prestance qui peut-être ébranlerait ce groupe qui a besoin d'être ébranlé. Ils ont des statures, je ne veux rien enlever à Sheldon Keefe, mais ils ont des statures que Keefe ne pouvait pas avoir, ne serait-ce qu'en raison de son âge puis de son passé. Kenville, est-ce qu'il est en punition? Est-ce qu'il est toujours dans une situation où est-ce qu'il faut... il a besoin de l'approbation de Gary Bettman pour pouvoir réintégrer le giron de la Ligue nationale. Il serait, semble-t-il... capable de l'avoir. L'année dernière, il s'est retrouvé... il a participé à un espèce de colloque des entraîneurs en marge du repêchage. Et ça a été... Il a reçu l'invitation de la Ligue à cet effet-là. Ou du moins, sa présence a été entérinée par la Ligue. Je pense qu'il est... il est en bonne position si une équipe est intéressée de pouvoir... Ça fait combien de temps? On va rappeler un peu l'histoire là, pour ceux qui auraient oublié, mais c'est ça, Kenville était entraîneur des Panthers de la Floride quand il y a un scandale... quand le scandale de Chicago est ressorti de Kyle Beach. C'est ça, Kyle Beach qui avait été victime d'agression sexuelle. Puis ce qu'on comprend, c'est qu'ils étaient plusieurs à être au courant et à pas avoir fait grand-chose. Et c'est de ça dont Kenville... Quand cette histoire-là avait été révélée à l'état-major des Blackhawks, les Blackhawks s'apprêtaient à jouer en finale de la Coupe Stanley. Et selon le rapport qui a été préparé par une firme d'avocats, Kenville avait donc été mis au courant de ça et il ne voulait pas susciter de perturbations dans l'équipe, déconcentrer l'équipe à la veille de la finale. Et l'entraîneur, comment il s'appelait? Brad Aldrich? L'agresseur. L'agresseur, c'est ça. Il avait donc conservé son poste comme entraîneur vidéo, je pense, avait continué à opérer pendant la finale. OK. Berube n'est pas loin aussi de ce pedigree-là. Dans le fond, il lui manque seulement d'avoir œuvré dans un milieu
Où tu parlais de la cuisine. Oui. Si on les met un peu là, il a été coach à Philadelphie, ce qui est, c'est quand même un marché qui peut être dérangeant. Là, mais c'est sûr que Kenville... c'est pas pareil. Chicago, Philadelphie, évidemment, ils ont tous les deux gagné la Coupe cette année, ces deux entraîneurs-là. Mais Philadelphie, Chicago, je trouve que c'est deux marchés qui se ressemblent un peu en termes de chaleur de la cuisine. En termes de cuisine. OK, bon, vite. Il n'y a pas un anglicisme près. Hein? Ici, non, j'en invente, moi, j'adore ça. Travis Green à Ottawa, quelle mauvaise idée. Voilà. Merci. OK, on enchaîne. Je trouve ça peu inspiré. Oui, je comprends pas. Ils ont besoin... tu parlais de quelque chose d'un peu explosif. Quoi. Ouais. Ils ont besoin, c'est une équipe qui a besoin de sortir des cadres, d'être... de secouer les puces. Là. De trouver du oomph. C'est ça. Hey boy, Travis c'est comme Green, le contraire. Du oomph. C'est comme le contraire. Oui, c'est tout à fait. Il est éteignant. C'est un oomph killer, c'est ça. Tu vois, c'est même pas un anglicisme, c'est carrément de l'anglais. C'est un peu... Ouais, en tout cas, s'ils jugent que c'est leur homme... Tant mieux, mais il y a quand même il y a tellement d'entraîneurs qui sont disponibles. Ça fait une liste, toi, qui est assez... puis écoute, il y en a. J'aurais pu vous en nommer 15. Je m'attendais à pas un feu d'artifice avec l'arrivée de M. Andlauer, mais je me disais, il allait arriver quelque chose, une dose d'adrénaline importante. Puis peut-être que ça se passe à un autre niveau qu'on le voit pas encore, mais cette annonce-là, pour moi, a été vraiment surprenante. Et c'est le premier geste important de Steve Staios. Je veux dire, si c'est annonciateur de son style de gestion, je trouve pas que c'est ça. Il manque bien des affaires. Puis, on voulait en parler la semaine passée, mais juste un mot sur Benoît Gros qui s'exile en KHL. Puis, ça va me permettre de revisiter Guy Boucher aussi, parce qu'on bouclera là-dessus, mais c'est ça. Est-ce que le nom de Boucher fait partie des rumeurs à Toronto? Pour le poste d'entraîneur-chef? Je ne pense pas. Non, c'est ça. OK. Juste pour être sûr, parce que j'avais un peu entendu le contraire. Puis, la petite histoire voulait que quand Mike Babcock avait été nommé... C'est vrai. Que si Babcock acceptait pas le poste, c'était Guy Boucher. Boucher avait le poste, puis là, Babcock s'était manifesté, puis ils ont dit, c'est quelque chose du genre. Alors, écoute, des fois, question de synchronisme dans la vie, ça fonctionne pas. Le timing, c'est important. Et c'est peut-être le timing qui explique que Gros s'en va? Le tracteur de Chelyabinsk, que je m'attendais pas à voir Benoît Gros là. Honnêtement... c'est une nouvelle qui m'a énormément surpris, autant pour des raisons de hockey que pour des raisons de géopolitique. Benoît Gros, c'est un entraîneur de carrière. C'est quelqu'un qui est passionné par le métier d'entraîneur. Il était enfant, puis quand il allait voir du hockey junior, il s'assoyait derrière à Hull, il s'assoyait derrière le banc des Olympiques pour regarder diriger les entraîneurs adverses, les Michel Bergeron. Ouais. Puis, alors, il a toujours été passionné par ça. Et s'il se retrouve... en Russie, comme ça, en KHL, j'imagine qu'il a retourné toutes les pierres et qu'il voit qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture en Amérique du Nord. Puis je me dis en même temps, c'est un gars qui a franchi la mi-cinquantaine, là, voyant que peut-être les chances d'arriver dans la Ligue nationale sont plus restreintes. Peut-être qu'il se dit, c'est une occasion d'aller toucher des gros salaires comme entraîneur là-bas, de vivre une expérience différente, peut-être de faire circuler mon nom différemment. Mais je pense que ça a fait très mal à son CV de se faire mettre de côté par l'organisation du Lightning. Quand Julien Brisebois a décidé l'année dernière de changer l'entraîneur de son club école, de donner l'équipe à Joël Bouchard, le club école du Lightning allait bien. C'est une puissance. Et donc, si le directeur général pose ce genre de geste-là, c'est parce qu'il ne te voit pas comme un candidat pour prendre les commandes de ton équipe éventuellement s'il doit remplacer son entraîneur de la Ligue nationale. Je pense que ça a fait mal à l'image donc c'est ça, de Benoît Gros. Qui a 5-6 ans, c'était je faisais le parallèle avec Guy Boucher, c'est ça, c'était The New Kid on the Block. C'était les gars à surveiller. Oui, c'est le gars qui, il n'y a pas si longtemps, dirigeait l'équipe Canada Junior, puis remportait la médaille d'or, puis tout le monde disait c'est le jeune entraîneur d'avenir ou l'entraîneur d'avenir dans la Ligue nationale. Alors, c'est ça, je trouve ça très particulier. Ouais. J'ai hâte de parler à Benoît, pas qu'il me raconte un peu sa réflexion, mais s'il décide d'aller là, c'est parce qu'il
Il n'y avait pas tant d'autres. Il n'y avait pas. Puis retourner dans la Ligue américaine pour faire ce qu'il a fait pendant 600 matchs, c'est pas une promotion. Là. Tant qu'à se faire oublier dans la Ligue américaine, c'est peut-être mieux d'aller ailleurs. Il a fait 7 ans avec le club école du Lightning. Il avait également été entraîneur-chef plus tôt dans la Ligue américaine avec Rochester, la filiale des Sabres de Buffalo. Donc là, à un moment donné, peut-être qu'il juge qu'il a fait le tour du jardin, mais la dernière saison, il était un genre de conseiller. On l'a tabletté là, chez le Lightning, mais il n'a pas été en mesure de se trouver du boulot ailleurs. Ouais. Fait que, effectivement, à un moment donné, si c'est vrai pour les joueurs d'en arriver au constat qu'ils plafonnent puis ils n'ont pas... les portes de la Ligue nationale ne s'ouvriront pas pour eux, mais regarde d'autres options. Si c'est vrai pour les joueurs, mais ça doit l'être aussi pour les entraîneurs. Juste donner une idée à quel point il est passionné, Benoît Gros. Là, quand les séries éliminatoires de la Ligue nationale se sont déplacées dans la bulle à Toronto, il n'y avait rien qui se passait. Là. On était en été, la Ligue américaine était arrêtée, tout ça. Benoît Gros, avec ses adjoints de Syracuse, il regardait les matchs du Lightning à la télévision et il faisait une réunion, puis il préparait un plan de match pour le prochain match, comme si c'était leur équipe qui dirigeait. Il disait, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait pour s'ajuster pour gagner le prochain match? Quelle lacune on a vu? Tout ça. Ils étaient en mode série comme si c'était leur équipe, mais il n'y avait aucune implication. Mais... Puis, ils envoyaient leur rapport, j'imagine, aux entraîneurs de l'équipe pour dire, voici ce que nous autres, on a vu. Mais il faut que les gars auraient pu aller à la pêche puis profiter de leurs vacances. Là, mais Benoît m'avait raconté, il avait dit, on est des entraîneurs de hockey, c'est ça qu'on veut faire dans la vie. Il y a du hockey qui se passe. Faut qu'on essaie d'apprendre quelque chose de ça. Alors, tu sais, c'est quelqu'un de vraiment dédié. J'insiste beaucoup sur le mot passion. Là, et s'il se retrouve là-bas, c'est parce que, il aime beaucoup diriger, mais probablement qu'il ne voyait pas de façon d'avoir une promotion ici. Inspiré par ta dernière chronique, Martin, et aussi par la loterie qui a eu lieu mardi soir dernier, on a demandé à ceux et celles qui suivent les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport quelle serait la meilleure manière de déterminer l'ordre du repêchage. Puis tout ça, c'était en écho aussi, d'ailleurs, tu le mentionnes dans ta chronique, à une conversation qu'on a déjà eue ici. Il y a quelques idées intéressantes. Bon. D'abord sur Facebook, il y a Marc, c'est un peu long, là, mais ça vaut la peine. Parmi les équipes éliminées, celle qui a obtenu le plus de victoires en temps réglementaire obtiendrait le premier choix au repêchage. Et en cas d'égalité, les victoires en prolongation seraient considérées et ainsi de suite. T'sais, donc, on valoriserait certaines mesures, disons ça, là, pour déterminer qui est le plus méritant des pas bons. C'est pour les amateurs de maths, mais c'est pas une mauvaise idée. Frédéric sur Facebook toujours. Perso, toutes les équipes qui font pas les séries au hasard, même chance pour tout le monde. À la limite, là, ce serait peut-être pas mieux. Ou enfin, ça empêcherait. Ça empêcherait. Oui. Ça donnerait rien de faire exprès, là. Écoute, moi, j'ai reçu beaucoup de... Il y a eu vraiment énormément de réactions. Je pensais pas que c'était un point sensible comme ça, mais il y a beaucoup de lecteurs et d'auditeurs qui ont réagi à ça. Toute mesure, j'ai reçu beaucoup de suggestions aussi, là, mais toute mesure qui découragerait des équipes de perdre volontairement, je pense, serait une bonne mesure au bout du compte. La base du sport, c'est de donner la meilleure bataille possible, le meilleur effort possible quand tu es dans une compétition. Puis si tu commences une saison avec l'objectif de perdre, mais il y a quelque chose c'est grave. Il y a quelque chose d'anormal. C'est juste ça. Puis peut-être que je suis trop romantique, là, mais je suis pas capable de concevoir que ça existe et que maintenant tout le monde joue le jeu et considère ça normal que ça se passe comme ça.
c'est une valeur qui est contraire à celle du sport c'est irrespectueux envers les partisans, c'est irrespectueux envers les télédiffuseurs qui paient des millions pour retransmettre les matchs, et c'est irrespectueux pour les entreprises de presse qui délèguent des journalistes pour couvrir ça alors que le jeu est faussé. Alors, c'est juste ça mon point. Et je vais faire une parenthèse. Il y a le confrère Mathias Brunet de la presse qui a écrit sur le sujet ça faisait un peu écho à cette discussion-là. Il faisait le parallèle en disant c'est comme ça que les Pingouins de Pittsburgh ont été construits, c'est comme ça que c'était comme on s'en formalisait moins, ou enfin on en parlait peut-être moins à cette époque-là, les Capitals, les Blackhawks. Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence dans comme depuis quelques années, il y a beaucoup d'équipes, je veux dire, c'était pas comme ça dans le temps des Pingouins. Là, on peut identifier 5-6 équipes, là. Et là, c'est quoi? Ça commence à être un pourcentage important de la Ligue. Exact. Et elle est là, la différence, non? Je veux dire... La philosophie qui existe depuis le début du repêchage, de donner le meilleur choix à l'équipe qui est au bas de classement, c'est de dire, on va rééquilibrer les forces dans la Ligue, on va aider les équipes qui ont moins de talent, on veut qu'il y ait une parité dans la Ligue. Et ça, si tout le monde donne un effort honnête, il y a toujours une équipe qui va finir au dernier rang, puis c'est correct, ça. Mais à partir du moment où tu as un nombre significatif de dirigeants d'équipe qui disent, nous, on a une équipe qui est en milieu de classement, et ça, juste en dessous du milieu du classement, ça ne nous satisfait pas, on va faire exprès pour couler. Mais là, ça fausse complètement le principe de base qui existait pour établir les règles du repêchage. Et c'est dire, on va faire une compétition malhonnête ou une fausse compétition pour profiter des avantages du système. Donc, le système est faussé. Et ça, il y a un lecteur qui m'a répondu là-dessus sur les réseaux sociaux. Il dit, voyons, ça vise à équilibrer la Ligue, à relever le niveau moyen de la Ligue. Faut pas besoin d'avoir un grand diplôme pour comprendre ça. D'accord, mais à partir du moment où tu as 5 ou 6 directeurs généraux qui décident de perdre volontairement, tu ne l'auras jamais, l'équilibre dans la Ligue. Tu vas toujours avoir des équipes de fonds de classement qui sont minables. Ça a l'effet contraire. Exactement, exactement. Quand on regarde ça, c'est beaucoup lié, un, à la structure salariale, et deux, au fait que tu veux créer un cycle, tu veux être à l'intérieur d'un cycle où tu vas bénéficier des meilleures années de tes meilleurs joueurs. Alors, à partir du moment où tu réalises que ton cycle c'est fermé, ta fenêtre de compétitivité s'est fermée, ben là, à un moment donné, il y a des équipes qui décident d'imploser. Mais peut-être que ma comparaison va être boiteuse, mais c'est un petit peu comme dans certains jeux de cartes où tu regardes, puis ta main, t'es pas content, puis tu dis, t'es pas content des cartes que tu as, puis tu dis, moi je pige, je vais m'en prendre 5 autres. Ouais. Alors, normalement, il y a certains jeux où si tu gaspilles ton tour, si t'es pour changer, tu gaspilles ton tour. Mais là, ce qu'on fait, c'est que tu changes tes cartes, on va te donner un as. On va te donner une bonne carte. Si tu vas être récompensé parce que tu as décidé de tout changer ta main, c'est ça. Ouais. Alors, ça me rappelle notre épisode spécial du temps des fêtes. Ton analogie. Voilà, c'est une blague pour les initiés. Si vous êtes là depuis le début, vous comprendrez. Il y a des bonnes idées ici, là. Tiggy sur Facebook, on fait participer les DG aux épreuves du Combine à Buffalo. Mais celle-là, la prochaine, elle revient souvent. David sur Facebook. Un tournoi en parallèle aux séries de la Coupe Stanley pour les équipes exclues qui luttent pour l'ordre du repêchage. Ouais. Ça, là, tout est là, parce que là... Il n'y a personne qui irait voir. Personne n'irait voir ça. On regarderait pas ça à Montréal parce que... La Ligue nationale ne créerait pas un tournoi pour compétitionner avec ses séries éliminatoires. Tu aurais la moitié de la Ligue qui se concentrerait sur un autre tournoi. Non, mais est-ce que tu continues de générer des revenus avec tous les marchés qui sont encore en action, par exemple? Oui, mais... Si on prend l'exemple de Montréal... Est-ce qu'il y a des gens qui iraient voir ces matchs-là, dire on s'en va voir le match, on va peut-être avoir le 3e choix au lieu du 4e choix. Je sais pas. Parce que Jacques-Alexis voulait que je me demandais, là, pendant qu'on parlait de ça, on parlait des 5 équipes là, qui font exprès pour perdre. Il disait, est-ce que le Canadien est là-dedans? Oui, le Canadien est là-dedans. C'est le même top 5 qui repêche que l'an passé. Cela dit, il y a des gens qui m'ont interpellé aussi sur les réseaux sociaux de façon pas très polie en disant vous étiez bien content de ça il y a 2 ans de la loterie et tout ça. Mais juste
juste faire un retour en arrière, le Canadien, quand il a terminé dernier au classement, là, il avait été en finale de la Coupe Stanley la saison précédente. Ouais. La saison a commencé avec l'abandon, la retraite de Carey Price prématurée, avec Shea Weber qui ne pouvait plus jouer, avec l'entraîneur qui s'est fait congédier, Dominique Ducharme. Ça a été une saison absolument... affreuse. Après une finale de la Coupe Stanley, je ne suis pas sûr que c'était il y avait beaucoup de vétérans dans l'équipe. Je pense pas qu'ils planifiaient que ça s'écroule comme ça. Et une fois que ça s'est écroulé, là, il y a eu les changements à la direction. Puis là, ils ont décidé de rouler avec ça. Ils ont dit, là, on est dedans, jusqu'au cou. On va y aller jusqu'aux yeux. Et ils ont profité de la situation, mais le Canadien, quand il a profité du premier choix au total, c'était pas... Et pour lequel il n'a pas gagné la loterie. Là. Je veux dire, c'était la pire équipe, puis ils ont repêché. Non, mais moi, le tournoi, j'aime ça. Martin, ça revient souvent. David, qui propose ça aussi. Thomas. Thomas sur Facebook, on en avait parlé initialement quand, dans la LPHF, là, on avait annoncé que... Bon, mais ce système-là, c'est le Gold, le plan Gold. Moi, j'ai de la difficulté à l'imaginer parce que je reste toujours avec l'impression que la première équipe qui est mathématiquement éliminée des séries a un avantage, puisque c'est à partir de là qu'elle peut ramasser des points, mais enfin. C'est dès qu'il y en a une d'éliminée, le compteur part pour tout le monde, j'imagine. Ben ça, déjà là, ça serait mieux, mais en tout cas, c'est ça, c'est pas clair dans ma tête. Tout ça, puis j'en parlais avec des collègues, ils disaient non, ça devrait être le pourcentage de victoire, mais enfin. C'est peut-être trop de mathématiques. Raphaël qui parle aussi d'un mini-tournoi. Non, mais si on prend l'exemple de Montréal, excuse-moi, Marc-Antoine, mais si on prend l'exemple de Montréal, là, il y a combien de fans de hockey qui regardent les séries? C'est quoi la perte pour la Ligue nationale de hockey si le Canadien pouvait jouer pour, comment est-ce qu'il s'appelle? Macklin Celebrini, oui. Je veux dire, les gens ne regarderaient pas ça? Tout le monde regarderait ça. Parce que tu dis qui regarderait ça, c'est qu'il y aurait, à tout le moins, il y aurait un enjeu. Dans les 2 derniers mois de la saison, et peut-être bien avant, quand on regarde la saison régulière du Canadien, des enjeux, des matchs significatifs, le Canadien n'en jouait plus depuis un bon bout de temps. Et pourtant, les gens continuent de regarder les matchs, continuent de se déplacer au Centre Bell. Du bon monde. Alors, c'était... Non, mais c'est parce qu'ils veulent... Leur équipe joue, absolument, ils vont la suivre. Là, en plus, tu leur donnes... C'est des matchs, mais il y a un enjeu réel, un objectif concret à espérer que ton équipe gagne. Je trouve ça intéressant. Je trouve que ça rajoute un enjeu qui, normalement, dans un match de la fin mars, début avril, n'est pas là. Là, tu vends les billets, là, tu vends 1000 $. Ouais. Il faut que tu te réabonnes au câble. C'est ton abonnement de base n'est pas suffisant. Il faut que tu aies une couche uniquement sur Prime à 100$ par mois. En tout cas, moi, je pense qu'on en vendrait. OK, les autres réponses. Merci d'avoir répondu, mais enfin, il y a quelque chose là. Un mot sur cette deuxième ronde? Puis après ça, on rentre chez nous? Oui, après ça, on rentre chez nous. Okay. Est-ce que les Hurricanes vont être balayés? Si Jack ne fait pas partir un thème, là, on va pouvoir en parler. En veux-tu des thèmes? Jack est comme, let's go. Il a choisi les plus courts, en plus. Il vient de lire la biographie de Denise Filiatro. Il est comme... Il enchaîne. Très bon choix de lecture. Les Hurricanes de la Caroline. Est-ce que c'est terminé? Ben non. Enfin, ils ne seront pas balayés, mais... Ils sont accumulés au pied du mur, comme dirait M. Ruel. Parce que là, les Rangers viennent de remporter 7 matchs de suite. Ils ont fait ça une seule fois en séries éliminatoires, de commencer avec 7 victoires consécutives. Qu'est-ce qui est arrivé? 1994, ils ont gagné la Coupe cette année-là. Alors, là, faire 2 balayages... Écoute, les Hurricanes de la Caroline, c'est une bonne équipe de hockey, mais je les regardais hier, puis je me dis, my God, si jamais j'étais un fan des Hurricanes, ils me feraient donner. D'abord, ils bombardent le filet adverse, mais d'une manière où tu dis des fois, êtes-vous juste en train de réchauffer le gardien adverse tellement vous, tu sais... C'est OK, on travaille la mitaine. Exact. On y va au volume, puis ils ont toujours fait ça, puis c'est correct. C'est leur tactique. Mais je trouve qu'en fin de compte, pour la quantité de tirs qu'ils ont tentés vers le filet, ils n'ont pas généré énormément de chances dangereuses. Puis même si les Rangers avaient moins souvent la rondelle, leur contre-attaque, leurs chances dangereuses, tu sentais que
il se passait quelque chose là, puis que leur meilleur joueur était prêt à se lever. D'ailleurs, Artemi Panarin, encore une fois, c'est quoi? Quatrième but gagnant déjà depuis le début des séries. Une affaire de fou. Mais tu sais, Trocheck est au rendez-vous. Lafrenière, tu vois qu'il est en train de passer à une autre étape. Kreider, extraordinaire but en désavantage numérique. Puis, il y a de la production du côté des Hurricanes. Il y en a eu, évidemment, au premier tour, beaucoup. Mais je trouve que c'est une équipe qui, un peu à la manière... C'est limité là, comme comparaison, mais un petit peu à la manière des Maple Leafs. Ils vont au bout de leur formule, puis tu dis, il semble y avoir un point où ça achoppe. Puis encore là, qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire pour pouvoir passer par-dessus puis aller au-delà de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant? C'est une équipe qui est magnifiquement bien construite, mais je trouve qu'il y a une étincelle, il y a quelque chose qui manque. Et puis, en aparté, je vous dirais que le nom de Martin Necas circule un petit peu. C'est peut-être une prise. C'est peut-être une prise potentielle pour le Canadien cet été, mais je le regarde aller puis je dis, my God, ce gars-là, il travaille fort, mais en même temps, il n'a pas l'air toujours en symbiose avec le travail de ses coéquipiers sur la patinoire. Il garde la rondelle très longtemps. Finalement, il l'échappe. Il hésite à tirer au filet. Il y a des bons atouts, mais c'est pas je trouve pas que c'est la série où il se vend le mieux, M. Necas. Bon. Il y a beaucoup de choses à dire. Les Hurricanes étaient l'équipe qui cochait le plus de le modèle. De cases, le modèle. Puis tu regardes ça depuis le début de cette série-là. Premièrement, leur unité d'avantage numérique, 0, comme dans Ouellet, 0%. Ils n'ont pas marqué en 15 occasions. Bon, non, mais dans des... Tu sais, il y a 2 matchs sur 3 qui se sont soldés, qui se sont terminés en prolongation. T'es 0 en 15 en avantage numérique, ça paraît. Puis ils avaient en saison régulière une des très bonnes unités des avantages numériques de la Ligue. L'unité d'avantage numérique des Rangers fonctionne à plus que 30%. Fait que là, ça fait 2 choses qui changent, qui déséquilibrent complètement leur équipe. Shesterkin mange tout rond les gardiens des Hurricanes. Frédéric Anderson est à 871. Shesterkin est à 938. Puis les 2 équipes, selon Natural Stat Trick, c'est 43-41 les chances de marquer de grande qualité en faveur des Rangers. Donc, c'est assez équilibré. Mais Shesterkin est vraiment très bon, là, il faut le dire. Puis tu regardes en attaque, Panarin a 2 buts, Trocheck en a 2, Zibanejad en a 2, Kreider en a 2, Lafrenière en a 3. Les gros noms fonctionnent. Puis le comité du côté des Hurricanes est un petit peu plus tranquille. Aho n'a pas marqué, mais je pense que 6 mentions d'aide depuis le début de la série, mais il n'a pas marqué encore. Fait que se relever... se relever de 0-3, on s'entend, ça n'arrive pas souvent, mais tu regardes la façon dont les Hurricanes sont bâtis, je ne serais pas surpris qu'ils reviennent 3-2 dans cette série-là, qui a remporté 2 matchs. Fait que t'as beau avoir l'équipe la mieux bâtie possible, la mieux équilibrée possible quand le tournoi commence, si il y a un déréglage en cours de route, c'est difficile à rattraper quand tu joues contre une bonne équipe. Sinon, on n'aurait pas besoin de les jouer. Exactement. Puis dans l'Ouest, il faut regarder la série Dallas-Colorado. Évidemment, il faut aimer veiller tard là, pour écouter les Stars, mais c'est ce que j'ai fait. Parce que moi, c'était mon choix pour les gagnants de la Coupe Stanley. Puis en première ronde, contre Vegas, ça a été la meilleure série. De l'excellent hockey. Puis là, encore hier, contre Colorado, écoute, c'est un feu d'artifice. Mm-hmm. Colorado perdait 4-0, sont revenus en 3e période, puis ils ont menacé à la toute fin. Oui. Puis ça finit. Écoute, dans les derniers instants, on avait vraiment l'impression que l'Avalanche allait réussir à créer l'égalité 4-4. L'Avalanche demeure une force de frappe incroyable. Il ne faut pas les prendre. Valérie Nichushkin a marqué des buts dans chacun, a marqué au moins un but dans chacun des matchs jusqu'à maintenant. Il y en a 9 en 7 matchs. Mais, hier, ça lui a dévié sur la palette du genou, mais il était placé au bon endroit. Exactement. Les gens qui trouvent qu'ils sont chanceux, non, tu es à la bonne place. Il n'était pas en périphérie. C'est quoi le contraire de périphérie, d'ailleurs? Pensez-y. Être dans l'enclave. Ouais, non, mais tu veux dire... un mot.
Non, ben là. Intramuros. Écrivez-nous. Ouais, c'est ça. Le périph' et l'intramuros. C'est ça, voilà. Écrivez-nous. Non, mais Vinny Chouchki n'avait pas eu d'ailleurs des séries fabuleuses quand ils ont gagné la Coupe, c'est ça. Ça commence un peu à pas être un hasard. Exactement. Mais les Stars, quand même, c'est une belle machine de hockey également. Ça donne un très bon spectacle. Les jeunes Wyatt Johnston et puis le défenseur Thomas Harley qui est vraiment en plein essor en ce moment. Vraiment deux bons joueurs à regarder. Et les deux gardiens n'ont pas des grosses moyennes de réussite dans cette série-là, mais c'est pas parce qu'ils sont mauvais. Là. Ils font des gros arrêts, mais c'est un feu d'artifice. Ouais. Ça me fait penser un peu à Bobrovsky, qui était sous 900 après la série contre le Lightning de Tampa Bay, mais c'était une série fabuleuse juste pour voir jouer les gardiens. Ils faisaient face vraiment à des chances de grande qualité. Bon, ben on va se garder à Oilers Vancouver pour la prochaine fois. Il y a juste un match de jouer, mais n'empêche, je ne peux pas vous laisser aller sans un mot sur la chicane entre les Bruins et les Panthers. La chicane est pognée. Ouais. Ben, ils sont rendus à quoi, là? Ça fait 13 matchs qu'ils jouent un contre l'autre depuis un an. C'est deux équipes il y a eu une série de 7 matchs la saison dernière, donc il y a de l'animosité. J'ai été très, très surpris de voir Jim Montgomery, lors du dernier match, donner la permission à Pastrnak d'aller se battre avec Matthew Tkachuk. C'est le genre, il a demandé la permission. Il a demandé la permission, mais c'est le genre, tu donnes ton accord, c'est le genre de décision qui peut te faire perdre ton emploi assez vite. Là, le gars se casse une main, reçoit une commotion cérébrale. Mais c'est une série qui est extrêmement... extrêmement palpitante. Il y a la rivalité entre les deux équipes qui commence à vraiment être bien étayée. Il y a la frustration des Bruins qui, évidemment, rentrent en ligne de compte. Mais il ne faut pas ignorer le fait aussi que les Panthers sont probablement l'équipe la plus teigneuse de la Ligue. C'est une équipe qui est dans ta face, une équipe qui parfois va jouer cochon. Mais tu regardes que ce soit Matthew Tkachuk, là pour l'instant Sam Bennett est blessé, ça change la donne un petit peu, mais Nick Cousins, un joueur détesté, en arrière, Brandon Montour est capable de donner des coups d'épaule. C'est une équipe qui, de manière générale, Ekblad est capable aussi. C'est toujours le coup de bâton de plus, la petite escarmouche après le coup de sifflet sont très, très dérangeants, puis ils font des grosses mises en échec également. Donc, c'est une équipe dont le style est bâti pour les séries éliminatoires, puis c'est un style aussi qui est bâti pour faire perdre patience à l'adversaire. Et ça fonctionne très bien. Ça s'observe. Ouais. J'ai hâte de voir à Boston. J'ai hâte de voir la scène se transporter à Boston parce que les partisans des Bruins aiment ça quand ça chauffe comme ça. Il va y avoir de l'ambiance. Il y a beaucoup d'appétit pour qu'on prenne quelques minutes. Moi, j'en sais très peu. C'est Steve Dangle qui a sorti ça. Dangle, qui est le fan professionnel des Maple Leafs de Toronto et qui est en train de construire un petit empire des médias. Est-ce que ça Oui, c'est ça. Il y a une compagnie de production de podcasts. Ouais, voilà. Et qui révélait hier qu'il y aurait... pas un projet, là, que ce serait sur le point d'être annoncé, une nouvelle ligue de hockey 3 contre 3, financée à l'excès. Là, on parle de 16 équipes avec un budget de 30 millions de dollars chacune. Ce qui est évidemment parce que si vous dites, mais il y en a une ligue de 3 contre 3. Ouais, mais je pense qu'ils n'ont même pas ça de 30 millions au total pour les deux premières années qu'ils ont fait d'opération. Puis ces 30 millions, les gens vont dire, mais là, attends, la Ligue nationale, on a un budget au-delà de 80 millions, mais là, la Ligue de 3 contre 3, c'est des équipes de 14 joueurs. Alors, avec un effectif bien inférieur, c'est une moyenne, ça reviendrait à une moyenne salariale d'au-delà de 2 millions par joueur.
Donc, je ne sais pas exactement qui est derrière cette nouvelle structure-là. Si tout ça est avéré. Exactement. Ouais. Évidemment, spontanément, on pense aux Saoudiens qui, eux, essaient de trouver toutes les manières possibles de pouvoir investir dans le sport professionnel. Un jour, si c'est pas dans cette initiative-là, je pense que ça guette le hockey comme ça a guetté, ça a touché plusieurs sports. Je sais pas. Le hockey est loin là, sur la liste là, des sports mondiaux. Là. Oui, mais je veux bien, mais sauf qu'en même temps, tu regardes même à l'extérieur de la Ligue nationale, tu as plusieurs autres ligues, entre autres en Europe, où on va chercher du talent, des joueurs qui se cherchent un contrat plus lucratif. On vient de parler de Benoît Groulx, là, la KHL, pendant des années, avant que le conflit avec l'Ukraine soit déclenché, ils étaient l'alternative numéro 1 pour tous les joueurs qui cherchaient à améliorer leur sort au point de vue financier. Puis tu as encore des joueurs qui, malgré le contexte actuel, décident de partir puis en disant, moi, j'arrive à 33 ans, mes années où je vais pouvoir faire beaucoup d'argent sont limitées, alors je vais aller là où il y a de l'argent, mais que ce soit la KHL, la Suisse également, qui a augmenté le nombre de joueurs, entre guillemets, importés, et qui essaient en même temps d'augmenter leur niveau de jeu. La Suède également attire des joueurs d'un peu partout. Si tu arrives avec un produit où tu peux financer, où tu peux offrir des salaires qui sont très, très compétitifs, tu serais même capable d'aller chercher des joueurs de la Ligue nationale pour ça. Des joueurs qui jugent que dans le contexte actuel sont condamnés à rester des joueurs de 4e trio. OK, parce que ça serait pas l'été, là. Ce serait pas... Non, ce serait en compétition avec la Ligue nationale. Ah oui? Oui. Et selon ce que Steve Dangle disait, parmi les 16 équipes, il y aurait une équipe à Québec. Ah bon. Écoute, moi, j'ai très hâte de voir. Il faut savoir qui financerait ça pour voir si c'est viable ou pas, parce que on s'entend partir avec une masse salariale de 30 millions. C'est beaucoup d'argent. Puis c'est ça, être capable d'absorber ça, de rentabiliser ça va prendre plusieurs années. Et l'autre problème, c'est que pour générer ce genre de revenus-là, il faut que tu sois capable de contrôler des grands amphithéâtres. Là, et tous les grands amphithéâtres en Amérique du Nord sont pas mal contrôlés par les propriétaires d'équipes de la Ligue nationale. Fait que, il y a des embûches, mais je suis très curieux de voir ça se développer parce qu'à 2,1 millions de salaire moyen, le salaire moyen dans la Ligue nationale est 3,5 millions. À 2,1 millions de salaire moyen, écoute, il y a beaucoup de gars qui sont dans la Ligue américaine, dans des ligues européennes et qui sont dans les 3e et 4e, dans les 3e et 4e trios de la Ligue nationale qui vont dire... moi, présent, ou même des bons vétérans de la Ligue nationale qui sont tannés de se faire frapper ou qui sont rendus, qui ont passé la trentaine un peu, qui peuvent dire... Puis tu as aussi une certaine gamme de joueurs qui s'illustreraient à 3 contre 3 et pourraient devenir des stars offensives puis qui ont des lacunes dans le reste de leur jeu qui font en sorte que Trevor Zegras, maintenant. Je sais pas. Juste ça, juste pour... Non, mais en tout cas, je me souviens, il y a quelques... Mais que ce soit... Tu avais des gars qui, au début, à l'arrivée des tirs de barrage, qui se sont trouvés... Une spécialité. Mais là, à 3 contre 3, tu as des joueurs qui ont la vitesse, qui ont le flair offensif pour ça. Puis alors, le jeu est tellement différent que... ta capacité à bien appliquer un système de défensive homme pour homme à 3 contre 3, c'est plus là. Je pense à Jesse Ilonen. Hein? Pourquoi pas? Alors, attendons de voir qui signera les chèques. Je suis très curieux de voir ça. Absolument. Puis, avec tant d'argent, il devrait pouvoir faire mieux au niveau de l'emballage visuel que ce que Ice a fait il y a 2 ans. Je parlais de la Ligue qui existe depuis 2-3 ans. Et c'est pas beau. Le logo est moche, les chandails sont moches. Puis personne n'en parle. Voilà. Donc, si vous voulez réussir, là, corrigez ça. Non, je pensais que c'était comme l'été, puis que, je sais pas, c'était pour s'amuser. Non, c'est pas pour s'amuser. Non. Il y a personne qui va s'amuser. Fait que non, c'est vraiment pour faire compétition à la Ligue nationale. Bon, bonne chance. Je sais pas si ça va voir le jour. Moi qui est de naturel, jovial et optimiste, je sais pas, je le feel pas. Mais bon.
Peut-être que justement, c'est là que encore une fois, je serai dans l'erreur. Martin Leclerc, je rappelle que tu es notre chroniqueur principal au service des sports. C'est toujours moi. Ça n'a pas changé depuis une heure. On ne sait pas, ça fait longtemps qu'on est dans le studio. Oui. Il s'est passé on est isolé des autres. On n'est pas, c'est ça, on est coupé du monde. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey et de la LNH. Ouais. C'est moi ça. Un grand merci à vous deux. Un grand merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.